L'énigme des glaces antarctiques et le grand silence de Nissan-Kant. L'histoire officielle de l'exploration humaine est jalonnée de coïncidences qui, lorsqu'elles sont examinées de près, cessent d'être de simples accidents de calendrier pour prendre la forme de motifs complexes et troublants. Au cœur de cette trame se trouve une année singulière, une date pivot que l'esprit doit retenir, non pas comme une époque ou une vague période, mais comme un repère précis et immuable dans le temps. Au cours de cette seule année, 3 expéditions maritimes distinctes, battant pavillons américains, britanniques et français, ont mis le cap de manière totalement indépendante vers le même continent stérile et glacé, l'Antarctique. Pour les historiens du dimanche, ce déploiement simultané relève d'une saine émulation scientifique, d'un prolongement logique de l'âge d'or des découvertes, où plusieurs nations rivales se disputaient les derniers espaces vierges de la planète. Cependant, la découverte d'une ligne unique, presque invisible, enfouie dans une note bas de page du journal de bord initial de l'expédition américaine, ébranle cette certitude de surface. Ces fragments textuels, méticuleusement censurés par les autorités militaires supérieures lors de la publication officielle des rapports, contenaient ces mots lourds de sang, décrivant des formations rocheuses comme avec tout processus naturel connu. Ce constat initial n'est que le premier fil d'un écheveau beaucoup plus vaste qui s'étend sur plusieurs nids d'exploration polaire. Quelques années plus tard, une expédition ultérieure menée par un explorateur norvégien et britannique, qui fut la première à passer l'hiver complet sur le continent de glace, a donné lieu à un témoignage écrit stupéfiant. Dans une interview unique accordée à un journal local, ce chef de mission décrivait des structures s'apparentant à des cités entières pigées sous la calotte glaciaire. Cette section spécifique du récit fut commodément ignorée et ne fut traduite dans les langues internationales que 60 ans plus tard. C'est à ce moment précis que la simple curiosité académique se transforme en une certitude incontournable qu'une anomalie majeure a été dissimulée. Pour comprendre la portée de ces révélations, il convient d'abord d'établir ce qui est publiquement admis, ce que les manuels scolaires enseignent et ce que les archives officielles consentent à laisser paraître. La figure de Charles Wilkes, officier de la marine américaine, incarne parfaitement cette tension entre la vérité du terrain et la version officielle approuvée par l'État. Charles Wilkes quitta les côtes américaines au août 1938 à la tête d'une escadre de 6 navires de guerre et d'exploration. Sa mission consistait à cartographier les terres australes, un objectif qu'il remplit en relevant plus de 1500 milles de côtes antarctiques avant de rentrer en 1832. Pourtant, le rapport final qu'il déposa fut immédiatement contesté, non pas par ses supérieurs pour un excès de zèle, mais par ses propres officiers subalternes qui le jugèrent incomplet et édulcoré. Les cartes originales contenaient des relevés de structures et de formations géométriques précises et les journaux intimes de l'équipage, récupérés bien plus tard par des chercheurs indépendants, mentionnaient de graves divergences entre ce que le journal de bord officiel consignait et ce que les hommes observaient réellement depuis le pont. À son retour, Wilkes fit face à plusieurs marres tout au long de sa carrière, accusé de châtiments illégaux et de conduite indigne. Bien qu'acquitté de la majorité des charges, il passa le reste de son existence relégué dans l'obscurité bureaucratique, tandis que ses journaux personnels subissaient de lourdes modifications avant toute diffusion publique. Pendant ce temps, la France menait sa propre quête sous la direction de Jules Dumont d'Urville, qui appareilla de Toulon en septembre 1837. Sa mission avouée était de pousser plus sud qu'aucun autre navire français, d'étendre les connaissances scientifiques et de planter le drapeau tricolore sur les glaces éternelles. Il revint en novembre 1840, célébré par la nation, après avoir cartographié la terre ébellie, nommée en l'honneur de son épouse. L'histoire officielle retient de lui l'image d'un héros national triomphant, mais sa trajectoire s'interrompit brutalement en mai 1842. Alors qu'il voyageait avec sa femme et son fils, le convoi dérailla dans une catastrophe ferroviaire majeure qui prit feu instantanément. La famille entière périt dans l'accident, et une quantité considérable de documents scientifiques et de notes d'expédition qu'il transportait pour révision fut entièrement détruite par les flammes. Cette tragédie survenue à peine après son retour d'Antarctique.
est souvent qualifiée de simple accident par l'histoire orthodoxe, mais elle s'inscrit de manière troublante dans une série de disparitions de documents clés. Le troisième acteur de cette course tripartite, James Clark Ross, était sans compte explorateur le plus décoré de la marine britannique. Il atteignit la immense barrière de glace qui porte aujourd'hui son nom. Une muraille blanche de plusieurs centaines de kilomètres de long, comparable aux falaises de Douvres. Dans ses écrits publics, Ross décrivit cet obstacle comme impénétrable et stupéfiant, une barrière absolue face à l'ingénierie humaine. Ses comptes rendus publiés devinrent des modèles de retenue scientifique victorienne, froids, méthodiques et purement factuels. Pourtant les baux de bord brusques de son équipage, déposés à l'amirauté britannique et restés inaccessibles aux chercheurs pendant près d'un siècle, recèlent des passages totalement absents du récit national. Plusieurs officiers y écrivaient des anomalies géométriques flagrantes sur les parois rocheuses dénudées, évoquant de la pierre délibérément structurée et taillée, et non des formations de glace naturelles. Ces observations concordantes suggéraient que ce que les marins observaient n'était pas le produit du hasard géologique, mais des vestiges d'une toute autre nature. En tirant ce fil conducteur à travers le temps, la recherche mène inévitablement à Carsten Borchgrevink, cet explorateur norvégien et britannique qui participa d'abord à une campagne baleinière avant de diriger la célèbre expédition Soutenkros en 1939. Son équipe fut la première de l'histoire humaine à fouler le sol antarctique de manière prolongée et à y passer un hiver complet, affrontant des conditions climatiques extrêmes. C'est ici que les archives officielles y adoptent une stratégie documentaire récurrente. Elles deviennent extrêmement prolixes sur les détails logistiques, les relevés météorologiques et les échantillons biologiques, mais restent volontairement vagues sur les observations géologiques intérieures. Durant cette expédition, un jeune zoologiste de 29 ans, Nicolet Ranson, mourut d'une affection digestive subite et fut enterré sur une crête rocheuse. À leur retour, un autre membre de l'équipage choisit de s'enfermer dans un mutisme absolu. Refusant toute déclaration publique à l'exception d'un unique entretien accordé à un journal norvégien en Asunation Trace, dont la traduction tardive révèle des détails troublants sur le comportement des hommes. Cet entretien n'oublie évoquer des épisodes que le journaliste qualifiait de fixation géographique, une obsession mystérieuse qui frappait les membres de l'équipage, convaincus de percevoir des structures organisées et massives sous la glace transparente. Dans les écrits privés de Borchgrevink, on note également un changement sémantique radical dès qu'il aborde la géologie de l'intérieur des terres. Habituellement précis et technique pour la faune et la logistique, il devient soustré, poétique, voire évasif, lorsqu'il décrit la roche mise à nu par les vents catabatiques. Plus fascinant encore, dans au moins 3 de ses correspondances privées, les phrases décrivant suivant ces formations rocheuses s'interrompent brusquement, changeant de sujet sans transition ou diffèrent totalement des versions remises aux mécènes de l'expédition. Ces altérations textuelles systématiques ne peuvent être le fruit du hasard et démontrent une volonté délibérée de masquer une réalité perçue sur le terrain par les explorateurs les plus vrais de l'époque. Pour comprendre la nature de ce que ces hommes ont pu observer, il faut se pencher sur la réalité physique du continent antarctique. Contrairement à la croyance populaire, le territoire n'est pas uniformément enseveli sous une couche de glace stérile. Il existe des régions de roches volcaniques et sédimentaires exposées, appelées nunataks, qui émergent de la calotte et permettent d'examiner la véritable surface de la terre ferme. Dans ces zones balayées par des violents qui chassent la neige, les premiers explorateurs ont décrit à maintes reprises des structures qui défiaient les lois de l'érosion classique. Le vocabulaire employé par les différents équipages est d'une régularité frappante. Ils parlent d'angles droits parfaits, d'agencement de blocs de pierre d'une régularité suspecte et d'intervalles géométriques répétés. En journal d'équipage, publié à compte d'auteur par une famille de marins et ignoré par l'historiographie officielle, mentionne explicitement que la pierre de ces structures ne se brisait pas selon les lignes de fa actuelles de la roche commune.
La science géologique moderne propose des explications rationnelles à ces phénomènes, invoquant la formation de basalte colonnaire, le gel différentiel ou l'érosion par le vent qui pousse les roches volcaniques à se fendre selon des motifs polygonaux réguliers. Ces théories scientifiques sont solides et expliquent une grande partie des illusions d'optique auxquelles des marins fatigués et désorientés par la lumière polaire unique ont pu être. Cependant, l'explication orthodoxe se heurte à une contradiction majeure dès lors que l'on examine la distribution géographique de ces observations. Des hommes appartenant à des expéditions concurrentes, qui ne s'étaient jamais rencontrés et dont les nations respectives étaient engagées dans des rivalités géopolitiques intenses. On décrit des structures identiques dans des points du continent séparés par des milliers de kilomètres. Si ces formations n'étaient que le produit d'un phénomène géologique local, leur concentration et leur espacement régulier le long des côtes ne suivraient pas un motif qui suggère une disposition planifiée à grande échelle. Le véritable point de rupture de la version historique officielle réside l'attitude simultanée et non concertée des trois gouvernements concernés. Pour maintenir le mythe d'une simple collective due à l'isolement, il faudrait expliquer pourquoi les administrations américaines, britanniques et françaises ont toutes choisi, au cours de la même décennie, de censurer, de retarder ou de classifier les rapports de leurs missions respectives. Les États-Unis ont mis des années à publier les relevés de Wilkes, classant certaines cartes secrètes. L'amirauté britannique a verrouillé les journaux de Ross pendant des générations, et les historiens français ont documenté des divergences systématiques entre la version officielle de Dumont d'Urville et les carnets personnels des marins survivants. Ces censures étatiques ne portaient jamais sur les données thermiques, les échantillons de faune ou les relevés de navigation, mais visaient exclusivement les observations géologiques et la nature des roches côtières. Cette convergence dans la suppression de l'information par des nations rivales élimine la thèse de la simple coïncidence administrative. Une telle uniformité dans le silence étatique suggère l'existence d'une directive ou d'une prise de conscience partagée quant à la sensibilité des découvertes géologiques en Antarctique. Dans les cercles académiques restreints, des historiens de l'architecture et des géographes étudieux depuis longtemps des anomalies cartographiques célèbres telles que les cartes de Piri-Reis ou d'Oronte-Finahu. Ces documents anciens décrivent les contours de l'Antarctique avec une précision topographique saisissante, correspondant fidèlement au relief sous-glaciaire qui n'a pu être validé qu'au VIe siècle grâce aux technologies modernes de sonar. Plus troublant encore, ces cartes médiévales et de la Renaissance représentent le continent libre de ces glaces, ce qui implique la transmission d'un savoir géographique ancestral, hérité d'une époque bien antérieure aux premières expéditions officielles de l'ère moderne. Cette réalité pose une question fondamentale sur l'existence possible d'une civilisation planétaire ancienne, effacée des registres officiels de l'histoire humaine, dont les capacités techniques lui permettent d'édifier des structures dans des environnements aujourd'hui jugés invivables. Si une telle entité a laissé des traces durables dans la pierre antarctique. L'enjeu des expéditions de Nissan 4 n'était pas simplement la découverte de terres nouvelles, mais la gestion d'une vérité historique perturbatrice pour les dogmes de l'époque. Le coût humain de cette confrontation avec l'inconnu se reflète dans les rapports médicaux des équipages qui font état d'un taux anormalement élevé de troubles psychologiques alors qualifiés de folie polaire. De nombreux marins décrivaient des visions d'architecture cyclopéennes enfouies sous la glace, des hallucinations que les médecins attribuaient promptement au scorbut, au manque de lumière ou à l'effet de mirage connu sous le nom de Fata Morgana. Pourtant, les descriptions architecturales consignées dans les correspondances privées qui ont échappé à la destruction présentent une cohérence stylistique qui exclut le délire aléatoire. Les hommes ne décrivaient pas des châteaux européens ou des structures familières, mais des complexes monumentaux en pierre, organisés selon des plans d'urbanisme géométrique et des rivières dont l'échelle dépassait l'entendement. Un officier dont la famille a fait don des lettres à des archives régionales en 1974 décrivait une suite de murailles massives s'étendant le long d'une falaise.
sans aucune ressemblance avec une formation naturelle. Sommé par son commandant de supprimer ce passage de son journal de bord, il choisit de le préserver dans sa correspondance privée. Un document qui ne fut cité que dans une seule revue universitaire spécialisée avant que celle-ci ne cesse mystérieusement de paraître 2 ans plus tard. L'accumulation de ces indices, allant des censures gouvernementales aux décès inexpliqués, en passant par les cartes impossibles et les témoignages concordants de marins issus de cultures différentes, dessinent un motif d'une cohérence absolue. Ce grand silence institutionnel, maintenu à travers les barrières linguistiques et les conflits mondiaux, fonctionne comme une preuve en soi. Il ne s'agit pas d'un complot au sens cinématographique, mais d'un mécanisme d'autodéfense bureaucratique visant à protéger la chronologie établie de la civilisation humaine. Admettre la réalité de ces structures équivaudrait à réécrire l'ensemble des manuels d'histoire, de géographie et d'anthropologie, une perspective que les institutions de l'époque n'est prête à assumer. Sous les glaces de l'Antarctique, la roche taillée par des mains oubliées conserve son secret, attendant le moment où l'humanité sera prête à poser les questions nécessaires avec la clarté et dureté indispensable. Evrilik en subscribe drive me toquepunartin forgot en page au vistori, tincusomuch en c'est une extime.